de Madame Rose sur la mise en œuvre de l'article 17 du règlement de base de la politique commune de la pêche. Je vais passer la parole à notre rapporteur, Madame Rose, qui va nous présenter son projet de rapport. Je rappelle qu'un document de travail avait été présenté, qu'un premier échange avait eu lieu sur le sujet il y a quelques semaines maintenant. Nous allons pouvoir ensuite nous donnerons la parole au rapporteur fictif. Nous aurons l'avis de la Commission européenne et Madame Rose pourra conclure le débat pour aujourd'hui. Madame Rose, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Bonne année d'abord à toutes et à tous. Félicitations au nom du groupe des Verts. Félicitations Monsieur le Président pour votre réélection. On aura plaisir à travailler avec vous sur les 2 années à venir, comme on l'a eu à travailler sur les 2 années auparavant. Et félicitations aussi au vice-président et à la future vice-présidente. Donc, pour ce qui est du rapport de la mise en œuvre de l'article 17, moi je suis très heureuse de pouvoir vous présenter ce projet de rapport sur la mise en œuvre de l'article 17 de la PCP. Alors, depuis la présentation de mon document de travail, comme vous l'avez dit, j'ai pu échanger avec d'autres parties prenantes. J'ai pris en compte les commentaires que vous m'aviez faits lors de la précédente réunion pour préparer ce projet de rapport. J'ai étudié l'article 17 comme faisant partie d'un ensemble. Cet article n'est pas à prendre séparément des objectifs sociaux, économiques et environnementaux de la PCP. L'article 17 est un élément essentiel de la PCP. Pour rappel, l'Union européenne est chargée de fixer les totaux admissibles de capture, les TAC et l'effort de pêche total. Ces quotas sont ensuite répartis entre les États membres selon un principe de stabilité relative. Et c'est ensuite au sein de chaque État membre que ces possibilités de pêche sont réparties entre les différents pêcheurs et les organisations de producteurs. La répartition des possibilités de pêche est donc une compétence des États membres, mais l'article 17 du règlement de la PCP fixe un certain nombre d'obligations aux États membres. Alors, le premier constat que je dresse dans ce rapport, c'est celui du manque de transparence. On voit qu'il est parfois très difficile de savoir comment les États membres répartissent les possibilités de pêche. Or, il me semble qu'une plus grande transparence permettrait non seulement de pouvoir plus facilement vérifier que le droit est respecté, mais garantirait aussi une plus grande stabilité et une certaine sécurité juridique pour les opérateurs. Il faut que les États membres rendent public leur méthode de répartition, le poids des différents critères utilisés, les marges de manœuvre qui sont laissées aux organisations de producteurs et enfin la répartition finale des quotas de pêche. Alors, il y a certains pays, il y a dans certains pays un effet boîte noire, où même certains pêcheurs ne savent pas pourquoi tel ou tel navire dispose de tel ou tel quota. Il y a 2 États membres qui ont des registres publics, et c'est une pratique qui est intéressante que l'on devrait, selon moi, généraliser. Le deuxième constat, il est lié à la nature des critères utilisés. Le texte de l'article 17, il est clair. Les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique. Mais en anglais, c'est un shall et pas un may. Il y a donc une obligation à utiliser un ensemble de critères et une obligation d'utiliser des critères sociaux et environnementaux. Et le reste du texte de l'article donne des exemples de cet article. L'autre obligation, les États doivent s'efforcer de proposer des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement. Là aussi, nous avons un shall en anglais. Il y a donc une obligation de moyens. Pourtant, quand on se penche sur les systèmes de répartition des quotas, on se rend compte que de très nombreux États n'ont aucun critère environnemental et que là où les États en ont, ces critères ne pèsent pas beaucoup dans la balance. Sur le caractère incitatif, il est plus difficile à évaluer, mais là aussi, très peu d'États ont un système que l'on pourrait qualifier d'incitatif. Une des questions centrales de ce rapport, c'est que est-ce que la façon dont les possibilités de pêche sont réparties dans l'Union européenne est cohérente avec les objectifs que l'Union européenne s'est donnés dans la politique commune de la pêche, mais aussi dans la directive cadre sur le milieu marin,
dans le cadre du pacte vert européen et de la stratégie biodiversité? Alors la réponse c'est non. Est-ce que c'est une fatalité? La réponse c'est non. Je pense qu'il faut que la Commission travaille de manière plus active avec les États membres pour que ceux-ci mettent en place des systèmes plus vertueux, plus incitatifs, par exemple en recensant les bonnes pratiques et en publiant un guide. Je pense que l'article 17 peut aider les États membres et l'Union européenne à atteindre plus facilement ces objectifs sociaux et environnementaux. Et il n'y a pas qu'une seule façon de le faire. Il faut travailler à des solutions avec l'ensemble des acteurs, au plus près du terrain, pour correspondre aux enjeux locaux. Sur ce rapport, j'ai par exemple repris une des demandes que nous avions adoptées dans le cadre du rapport de Manuel Pizarro sur les pêcheurs pour l'avenir, et qui demandait aux États membres d'utiliser un critère d'âge pour répartir une partie des quotas de pêche. C'est déjà le cas dans certains pays, avec l'objectif d'aider le renouvellement générationnel. Donc voilà un exemple, c'est un exemple de ce qui pourrait être fait, et j'avoue que je suis impatiente de recevoir vos amendements, de pouvoir discuter avec vous de ce sujet qui me semble crucial pour l'avenir de la pêche européenne. Merci. Merci, chers collègues, pour cette présentation et puis pour le travail qui a été fait, notamment suite à la première présentation, travail important fait avec les membres de cette commission. Je vais passer la parole aux différents rapporteurs fictifs et d'abord à Monsieur Van Dalen pour le PPE. Voorzitter, dank u vriend. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je remercie notre rapporteur. Merci, chers collègues, pour ce projet de rapport que vous nous avez présenté. Nous avons un certain nombre d'interrogations. Je ne vais pas vous le cacher. Nous avons en fait un paquet d'interrogations. Tout d'abord, à l'article 17, on peut lire que les critères peuvent concerner les conséquences sur l'environnement, l'économie locale, etc. Donc ce n'est pas un should, c'est un may. Les critères peuvent être calés sur un certain nombre de choses. C'est la première chose à établir et à constater. La deuxième chose, c'est qu'on applique le principe de subsidiarité. Subsidiarité n'a jamais été aussi limpide que dans cet article de ce règlement. Et donc il faut être extrêmement circonspect avant de foncer bille en tête. Et j'ai l'impression que là on fonce un peu bille en tête. Il y a de grandes déclarations dans le rapport. Les questions de techniques de pêche les moins dommageables pour l'environnement, les plus respectueuses de l'environnement, etc. La pêche électrique, par exemple, a été condamnée. Or, on a démontré qu'elle pouvait apporter toute une série de choses en termes d'innovation, en termes de respect de l'environnement, etc. Donc ça, c'est un exemple que l'on pourrait mettre en avant. La rapporteure est également assez négative sur, quand elle nous parle des droits de pêche actuels, les droits historiques des différentes pêcheries, etc. Bon, si l'on veut une... Le fait est que dans la plupart des bassins, on a une politique de la pêche qui a plutôt fait ses preuves. Elle s'est développée au fil des ans. En tout cas, on peut parler de la mer du Nord. Là, les choses ne correspondent pas tout à fait à ce que nous dit la rapporteure. Moi, je pense que les articles 16 et 17, aujourd'hui, ne sont pas si mal appliqués. Bien entendu, ce sont deux dispositions qui sont indissociables. Donc, je pense que nous avons un système, nous avons un régime. Pour nous, il n'est absolument pas nécessaire de modifier ce régime qui a le mérite de la stabilité et qui a fait ses preuves. Ce que je trouve
positif, par contre, c'est que la rapporteure parle des jeunes pêcheurs, des pêcheurs qui se lancent. Donc, il y a de bonnes pratiques à mettre en avant et nous serions très favorables de toute façon à ce que l'on fasse quelque chose pour les jeunes qui ont des problèmes particuliers et qui doivent se voir offrir des perspectives aussi au moment de la reprise de l'entreprise familiale. C'est la plupart des cas dont on parle. En ce qui nous concerne, ce que propose la rapporteure va vraiment dans le bon sens. Et puis, il y a d'autres problèmes dans ce rapport. Au paragraphe 60, par exemple, les méthodes qui doivent être développées avec la communauté des pêcheurs, les autres parties intéressées, les autres parties prenantes. Très bien, mais de qui s'agit-il au juste? J'ai l'impression que si on met cela, il y a pas mal de gens qui vont se manifester. Ça risque de partir dans tous les sens. Et donc moi j'ai l'impression que cette notion avancée par la rapporteure est de nature à introduire une certaine confusion. Le 11. Le point 11. Moi je pense que les mesures incitatives qui peuvent être notamment financées par le fonds pour la pêche seraient de nature à attirer les jeunes. Et puis alors j'ai déjà parlé des méthodes de pêche respectueuses de l'environnement. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites et nos constatations ne rejoignent pas celles de la rapporteure. Donc pas mal de choses à dire, pas mal de choses à corriger. Nous ferons certainement pas mal d'amendements sur ce rapport. Merci, chers collègues. Je passe la parole à Pietro Bartolo. Grazie Presidente, intanto congratulazioni. Merci Président, je vous félicite pour votre réélection à titre de Président, ainsi que félicitations au Vice-président. Nous pouvions déjà le deviner après le document de travail un peu compliqué. Donc c'est une très bonne base de départ pour arriver au mieux à notre travail sur l'application de l'article 17. Il y a beaucoup de sujets que j'estime importants qui ont déjà été inscrits par la rapporteure, tels que par exemple souligner l'absence de transparence de la part des États membres et l'utilisation excessive des critères historiques et par contre la négligence des critères sociaux. Je comprends très bien les nécessités qui sont exprimées, qui l'ont été cet automne aussi, par certains collègues qui voulaient garantir une certaine stabilité pour les entreprises de pêche qui ont beaucoup investi dans leurs activités. Mais en même temps, ainsi que cela a été dit par le rapporteur à l'intérieur de ce rapport, il me semble qu'il y a un impératif absolu. Il faut une plus grande justice. Cela ne veut pas dire que on doit souligner ou s'attarder sur une concurrence trop forte entre la pêche artisanale et la pêche industrielle. Je pense que le rapporteur a fait un bon travail sur ce plan-là aussi. Et à mon avis, il y a un point fondamental qui prend des proportions excessives en ce qui concerne la petite pêche, c'est son importance du point de vue social et culturel. Et cette pêche constitue néanmoins une grande majorité de la flotte de pêche européenne. Il y a aussi le changement de génération qui est important et les obstacles à l'entrée dans le secteur. Et la question de ces obstacles doit être traitée par un système de distribution des quotas. Et dans beaucoup de pays, le pourcentage des quotas est détenu par des jeunes pêcheurs. Et ceux qui veulent entrer pour la première fois sur le marché, là, il faudra insister. Il faudra accorder une attention plus importante à ce point-là. Mais en même temps, n'oublions pas une chose. Beaucoup de choses qui se trouvent dans l'article 17 actuel sont des éléments obligatoires en ce qui concerne la transparence et l'objectivité des critères.
Ils existent et il y a aussi l'arrêt récent du tribunal administratif de Montpellier qui montre que les choses peuvent changer si on applique correctement les dispositions. Bon, bien sûr, nous nous trouvons souvent face à des États membres qui font la sourde oreille, qui sont hostiles à l'application de règles destinées à garantir une plus grande équité dans la flotte européenne. Et dans ce contexte, je pense que la Commission européenne est quand même gardienne des traités et à ce titre, elle devrait en faire plus pour améliorer la mise en œuvre des règles européennes. Voilà, donc un bref tour d'horizon des sujets sur lesquels j'interviendrai par le biais d'amendements et dans le sens de la rapporteure, que je remercie encore pour le travail excellent qu'elle a fait. Merci, Président. Merci, chers collègues, et merci pour vos félicitations. Je passe la parole à Izaskun Bilbao. Sí, buenas tardes. Gracias. Oui, bonjour. Merci, Monsieur le Président, et merci, Madame Rose, pour votre rapport et votre travail. Nous aussi, nous avons des observations sur ce document, sur ce projet. Nous pouvons marquer notre accord avec un certain nombre de choses que vous dites sur l'article 17. Mais cet article 17, il faut le lire du début à la fin. Et il faut l'appliquer conformément à ce que nous dit l'article 16. Celui-ci dispose que les États membres doivent garantir la stabilité relative. Les quotas sont attribués en fonction des pêcheries, aux différentes pêcheries, conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche, secteur durable du point de vue économique, social, environnemental, économique, etc. Donc, il faut travailler au niveau des États membres et au niveau à l'article 17, pardon. On nous dit qu'il faut des critères plus transparents, plus objectifs pour attribuer les possibilités de pêche. On fait référence à des rapports d'ONG, mais un rapport de la Commission européenne, ça ce serait intéressant parce que ça permettrait de faire le point sur ce que les États membres ont fait dans le cadre de l'article 17 et de l'article 16. Plus de transparence, plus d'objectivité, bien entendu. Il faut le souhaiter. Mais la PCP prévoit que ce sont les États membres qui communiquent à la Commission leur décision d'attribution de quotas. Comment procède-t-on pour décider de la répartition? Il y a des critères, on peut en édicter d'autres. Dans l'article 17, on dit qu'il faut tenir compte des niveaux de capture historiques. Et ça, ce n'est pas anodin. C'est une question de... L'enjeu, c'est la stabilité. Stabilité qui est un objectif. Avec les nouveaux entrants, on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas acheter des navires comme bon nous semble, parce qu'il y a des accords qui ont été passés, et il ne faut pas aller à l'encontre des efforts qui ont été décidés au niveau européen. Alors, à qui est-ce que l'on va retirer des quotas si on change les critères, si on dit que le système actuel ne fonctionne pas et qu'il faut faire autre chose? Je lis qu'il est nécessaire de procéder d'une manière plus équitable. Moi, je ne sais pas si on peut faire ce genre d'affirmation dans la situation actuelle, mais il faudrait mettre les choses à plat et bien comprendre comment ces articles 16 et 17 sont appliqués dans les États membres. Il faudrait que la Commission européenne fasse ce travail parce que les données dont on dispose, elles viennent des ONG et on ne sait pas quelle méthode elles ont utilisée. Donc vraiment, il faudrait quelque chose de plus sérieux, une analyse en bonne et due forme que nous livrerait la Commission européenne. Moi, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut assurer la relève. Il faut ouvrir la porte à la nouvelle génération. Là, on a le Fonds européen pour la pêche qui nous offre pas mal de ressources. Il y a des gens qui vont décrocher parce qu'ils arrivent à un certain âge, mais au moment de répartir les possibilités de pêche, il faut bien se dire que les quotas
sont plutôt réduits dans les États membres. Qu'est-ce que l'on va dire aux pêcheries qui font l'objet de plans de gestion? Donc, distribuer d'une autre manière, selon d'autres critères, ça peut vraiment être très compliqué. Mais bien entendu, nous sommes favorables à une démarche pour plus de transparence et d'objectivité, avec des critères européens. Et il serait bon que nous disposions tout d'abord des informations sur la situation actuelle pour bien comprendre. Nous voulons que ce secteur il soit durable, qu'il soit viable du point de vue économique, social et écologique. C'est à cela que servent nos efforts. Merci. Merci Saskoun. Je passe la parole à Bertjan Ruyssen. Dank voorzitter en dank aan collega. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup à notre collègue Rose pour ce projet de rapport. Je sais que vous avez été très occupé pour préparer ce rapport. Vous n'avez pas ménagé votre peine. Nous avons eu à la fin de l'année passée d'excellents entretiens, d'excellentes conversations au sujet du contenu de votre rapport. Et je vois que pas mal de choses ont percolé. Vous avez tenu compte des résultats de nos délibérations. Je m'en félicite et je vous en remercie. Un exemple concret, dans votre document de travail, vous parlez des 30%. 30% des quotas qui devraient être distribués ou répartis selon des critères environnementaux. Non, vous aviez proposé cela, mais visiblement vous avez changé votre fusil d'épaule. Sinon, comment dire, vous soulignez la nécessité de se préoccuper de la petite pêche, des petits exploitants. Je pense que c'est une excellente chose. Maintenant, il ne faut pas oublier que les plus gros doivent également être durables et que c'est par eux que ça passe souvent. Nous avons parfois le sentiment que l'article 17, tel qu'il est mis en œuvre dans les États membres, ne fonctionne pas si mal. Le régime des droits historiques n'est pas mauvais. C'est un système qui fonctionne bien et qui a le mérite d'apporter de la visibilité, de la lisibilité, de la prévisibilité aux pêcheurs. Et ça leur permet d'asseoir leurs efforts en termes d'innovation, et c'est par l'innovation que passe aussi le développement durable. Moi, je pense qu'il convient de souligner dans ce contexte l'importance du principe de subsidiarité. C'est aux États membres, en fait, de décliner les actions qui vont permettre de réaliser les objectifs. En ce qui concerne les critères environnementaux et la répartition sur cette base des quotas, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai de sérieuses interrogations. On veut une pêche sélective, bien entendu, on veut des méthodes adéquates. Nous souhaitons moins de captures accessoires, on souhaite davantage respecter l'environnement, mais est-ce que cette approche est souhaitable telle que vous la proposez? Là, nous avons vraiment des interrogations. Alors, il faut autoriser des méthodes de pêche qui soient sélectives. Maintenant, on sait quels sont les problèmes, et donc je pense qu'il faut les prendre à bras-le-corps en amont. Et ça veut dire qu'il faut aussi financer l'innovation, il faut récompenser l'innovation et ne pas nécessairement se servir des quotas comme levier. Moi, je pense également qu'il faut donner davantage de perspectives aux jeunes pêcheurs. Vous avez raison de souligner l'importance de cela, mais là aussi, le principe de subsidiarité est important. C'est aux États membres de faire le nécessaire chez eux pour que les jeunes pêcheurs, chez eux, aient des perspectives. Ensuite, et je termine là-dessus, vous plaidez pour plus de transparence. On aurait du mal à s'y opposer, bien sûr. Mais en ce qui concerne la répartition des quotas, l'attribution des quotas au niveau des entreprises, là, il faut faire attention.
parce qu'il y a des données qui sont sensibles, qui appartiennent aux entreprises en question, et donc il ne faut pas aller trop loin. Il faut aller aussi loin que nécessaire, mais sans aller trop loin. Voilà ce que je souhaitais dire à ce stade. Il y aura certainement des amendements sur un certain nombre de points, mais merci beaucoup pour votre travail. Merci, chers collègues. Je passe la parole à M. Pimenta Lopez. Il n'est pas là, si je ne me trompe pas. Non. Donc, Gabriel Mato. Gabriel, qui est devenu titulaire en commission pêche maintenant. Muchas gracias, presidente, y felicidades por su reelección. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous félicite pour votre réélection. Je remercie la rapporteure pour son travail. Il y a des points sur lesquels nous pouvons tomber d'accord. La répartition des quotas, c'est une prérogative nationale. Les États membres doivent être transparents sur les critères appliqués, mais ils restent souverains. Ce qui concerne la pêche artisanale et la petite pêche côtière, par exemple, que fait l'article 17? Il encourage les États membres à encourager les navires qui se servent d'engins et de techniques sélectives. Même si ça ne concerne pas de manière spécifique la pêche à petite échelle. Alors moi, je ne vais pas prendre la défense de l'un ou l'autre secteur. Je viens des Canaries. La pêche artisanale est ancrée dans notre société, dans nos traditions, dans notre culture. Et donc la pêche artisanale doit, selon moi, faire l'objet d'une attention toute particulière parce qu'elle en a besoin, elle est fragile. On en a déjà souvent parlé en lien avec le fond, etc. Donc aussi lorsque l'on parle des possibilités de pêche, des quotas, etc. Mais les États membres doivent attacher ou accorder une attention particulière à ce secteur. Et il faut envisager des mesures spécifiques pour son développement durable. Et puis, on a eu l'occasion de le faire lorsque l'on a discuté de la répartition des quotas de pêche du thon rouge. Il y a eu tout un débat avec un message clair à la clé. On a dit qu'il faut que les États membres défendent la pêche artisanale et traditionnelle et encouragent le recours aux bonnes techniques de pêche. L'article 17 avait été mis en exergue à l'époque. On va discuter de tout cela et j'espère que nous pourrons aller de l'avant. Mais j'aimerais ensuite mettre une nuance sur la table parce que ça doit être clair. On ne peut pas dire que la pêche artisanale est la seule forme de pêche qui a un impact faible sur l'environnement. Vous avez des activités de pêche à grande échelle qui peuvent être durables et qui ont un impact modéré sur l'environnement. Et dans ce contexte, il faut les loger à la même enseigne dans le contexte de l'application de l'article 17. Dans certains cas, d'ailleurs, la pêche artisanale n'a pas vocation non plus à consommer l'entièreté des quotas et empêcher l'accès aux autres flottes. Moi, je pense que cela irait à l'encontre des objectifs du traité et de la politique commune de la pêche. N'oublions pas que l'un des objectifs de la PCP, c'est l'approvisionnement en poissons des consommateurs. Donc moi, je pense qu'il faut éviter cette mise en concurrence permanente, cette guéguerre permanente entre la pêche artisanale à petite échelle et la pêche à plus grande échelle. L'objectif de l'article 17, en définitive, c'est cela, clairement protéger la pêche artisanale. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais sans nécessairement affirmer que toutes les autres formes de pêche sont nuisibles. Et je ferai des amendements en ce sens. Merci, chers collègues. Est-ce que j'ai d'autres demandes? Est-ce qu'il y a d'autres... Grace. Thank you, Chair. Merci, Président. Et félicitations pour votre élection et félicitations au vice-président élu. Donc, je voudrais remercier la rapporteure pour ce rapport clé sur la mise en œuvre de l'article 17. En Irlande, je sais que c'est un domaine où il y a aussi bien
les petits pêcheurs que les groupes environnementaux qui sont d'accord, à savoir que l'article 17 doit être mieux appliqué pour garantir une distribution juste et durable des possibilités de pêche. Si nous prenons par exemple les quotas de maquereaux comme étant un exemple d'inégalité dans les pêches irlandaises, c'est donc moins de 1% du total des prises autorisées pour l'Irlande, ce qui veut dire que pour les petites pêches irlandaises et pour les flottes de petits navires, et pour l'IMRO, donc l'organisation des pêches irlandaises, ils doivent se reposer sur des espèces qui ne sont pas soumises aux quotas. Donc beaucoup des critères qui sont invoqués par les États membres pour distribuer des possibilités de pêche prévoient des volumes importants alors qu'ils se posent des exploitations de basse valeur. C'est souvent le cas avec les politiques de la pêche. Nous avons des possibilités que nous n'exploitons pas. Et je crois qu'il y a des déséquilibres ici qu'il faudrait gérer, mais en même temps aussi avoir des avantages environnementaux. C'est la mission de l'article 17 qui permet aux États membres de distribuer des activités de pêche conformément aux critères sociaux et environnementaux. Et ce rapport fait des recommandations concrètes, mais il faut améliorer de façon considérable l'égalité et la transparence. Je me félicite en particulier de la recommandation pour les États membres de rendre publiquement accessibles les clés de distribution des quotas en prenant en compte aussi les fonds marins et l'impact sur les fonds marins de certaines activités de pêche. Il faut aussi un système de rapport standardisé dans l'Union européenne pour rendre compte de l'application de l'article 17 de la part des États. Et lorsque la Commission fera sa revue cette année, je crois qu'elle devra accorder plus d'attention à la mise en œuvre de l'article 17. Merci. Merci. J'ai Madame D'Amato en ligne. Grazie, Presidente. Merci, Président. Vous m'entendez? Donc, félicitations tout d'abord pour l'élection, la vôtre, ainsi que celle des vice-présidents. Concernant le rapport, je voudrais féliciter notre collègue Rose pour ses commentaires sur ce rapport qui était déjà très bon au départ. Donc, mon soutien à la rapporteure. Il y a un peu plus d'un an, le Parlement européen s'était exprimé dans le contexte du règlement pluriennal sur la gestion du thon rouge que le segment de la petite pêche puisse avoir un accès et qu'il y ait donc un nombre de quotas plus important en tant que secteur qui a un moindre impact sur l'environnement, mais qui est fondamental pour la survie de communautés côtières. Les États membres se sont opposés à ces textes et cela a démontré très clairement où se place la majorité des gouvernements des États qui ont des côtes, y compris le mien d'ailleurs, le gouvernement italien. Il faut renverser cette tendance et faire en sorte que les États membres respectent les obligations qui procèdent de l'article 17 de ces règlements sur la politique commune de la pêche. Il faut tenir compte des critères d'environnement, mais aussi sociaux et économiques dans la distribution des possibilités de prise. Nous ne pouvons plus tolérer que les États membres ne rendent pas publiques les informations relatives à la distribution des possibilités de prise. Il s'agit d'une question de transparence dans ce secteur, mais aussi vis-à-vis de tous les citoyens qui veulent être certains que les ressources soient gérées de telle sorte que l'on garantisse la protection de l'environnement et la protection des communautés côtières. Donc je suis d'accord et bravo à Madame Rose pour ce travail excellent. Je n'ai pas d'autres demandes d'intervention. Eh bien, je remercie l'ensemble des collègues pour leurs commentaires. Je crois que nous avons Madame Tankink de la Commission européenne, donc de la DG Mare. C'est ça, en ligne. Donc on va pouvoir lui donner la parole. Thank you, Chair. Merci, Président. Je remercie le rapporteur pour ce rapport. Nous l'avons lu avec intérêt aussi après les discussions de cet automne. Ce rapport arrive à point nommé pour nous. Vous savez que nous travaillons sur un compte-rendu de la politique commune de la pêche d'ici la fin de l'année.
Nous avons lancé des consultations des parties prenantes et la distribution des quotas fait partie de la réflexion. Après la mission de la Commission, et ainsi que nous l'avons déjà dit, la dimension sociale de la politique commune de la pêche est importante ici. Nous essayons de voir avec le comité scientifique comment améliorer les indicateurs et voir comment les articles 16 et 17 peuvent être mieux appliqués. Donc concrètement, lorsqu'il s'agit de l'article 17, et ainsi que vous le dites dans le projet de rapport, il y a deux questions. Donc d'une part, la transparence et d'autre part, l'application des critères. Donc d'abord, sur la transparence, nous partageons tout à fait vos soucis en termes de critères transparents. Il ne s'agit pas que de l'article 17, mais aussi l'article 16, qui s'applique dans les cas où il y a des quotas échangeables. La transparence implique des critères sur les systèmes et les critères appliqués par les États membres qui ne portent pas nécessairement sur les allocations spécifiques ou des questions de protection de données peuvent intervenir. Mais pour l'instant, nous avons écrit à tous les États membres et nous leur demandons de nous fournir des informations spécifiques sur ce qu'ils font concernant les articles 16 et 17, en espérant avoir un meilleur tableau de la situation actuelle et aussi voir comment nous pourrons utiliser ces données pour mener une réflexion sur les priorités du rapport sur la PCP, s'il y a des bons exemples, des exemples dans les États membres qui pourraient être partagés et que nous pourrons aussi présenter. En ce qui concerne l'allocation des quotas, c'est une question pour les États membres. L'article 17 donne des indications, mais chaque cas de figure est différent et le fonds marin de chaque État est différent. Et du point de vue de la Commission, il est clair que ça ne doit pas être quelque chose de figé. C'est aux États membres de prendre en compte les réalités. Et voilà donc le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement, en prenant en compte la dimension sociale. Vous aviez mentionné dans ce rapport le caractère de durabilité, la pêche à petite échelle et également la stabilité pour le secteur qui exploite les possibilités de pêche. Et puis une dernière chose, maintenant concernant les critères, il y a des grandes différences d'un État à l'autre et nous voudrions encourager les États membres dans le contexte du rapport sur la PCP et la consultation des acteurs pour réfléchir sur les possibilités d'action de telle sorte qu'on puisse développer ça dans la PCP. Et nous allons aussi nous adresser aux membres du Parlement pour leur dire n'hésitez pas à partager de bons exemples avec nous si vous en connaissez, même au-delà des États membres, pour réagir ou pour rebondir sur les consultations actuelles et nous verrons ainsi comment nous pourrons au mieux nous adapter et appliquer l'article 17. Quant à la question de savoir comment l'appliquer, nous avons vu qu'il était mention d'orientation dans le projet de rapport, mais pour le stade actuel, il est un peu trop tôt pour décider ce que nous allons faire en tant que commission. Ce sont des choses qui devront être tranchées au niveau des États membres, mais nous allons réfléchir lorsque nous compléterons ce rapport pour donner des lignes directrices aux États membres, en particulier pour les échanges de bonnes pratiques. Donc, merci beaucoup. Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt les commentaires faits par les différents membres aujourd'hui et nous attendons le résultat de tout cela. Merci. Merci. Avant de repasser la parole à Caroline Rose, moi je voulais juste faire remarquer qu'il y a un principe qu'on affectionne quand même au Parlement européen, c'est celui de la transparence des décisions publiques. Je pense que, quel que soit notre avis sur le fond du dossier ici, il est nécessaire qu'il y ait de la transparence, et Mme Tankink l'a rappelé. Et puis je voulais juste aussi faire la remarque suivante, c'est qu'à travers ce que je disais à un moment dans mon intervention après ma réélection, c'est l'importance de bien prendre en compte l'ensemble des rapports d'initiative que nous avons faits depuis le début de cette législature
et puis des rapports de mise en œuvre que nous allons conclure. Je pense notamment à celui de Gabriel Matot sur la politique commune des pêches, pour bien faire en sorte que, bien dans la mise en œuvre future de la politique commune des pêches, on prenne bien en compte ces éléments dont nous sommes en train de discuter, avec les défauts, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien, les comparaisons, de façon à ce que nous ayons, nous, parlementaires, sans nécessairement avoir à réadopter toute une politique commune des pêches. C'est probablement pas ce que nous allons faire. Nous n'allons pas réadopter tout plein de textes, mais par contre, nous mettons des jalons sur ceci a fonctionné, ceci n'a pas fonctionné, ceci devrait aller dans tel sens. Et vraiment, je pense que ce sera le sens du travail de notre commission parlementaire que de pouvoir guider à la mise en œuvre de cette politique commune des pêches pour les années à venir. Je passe la parole à Madame Rose. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais revenir sur vos commentaires. Tout d'abord, Monsieur Van Dalen, vous parlez de foncer bille en tête et donc je pense pas que je vais foncer bille en tête puisque j'ai pris en compte les commentaires de chacun. D'ailleurs, Monsieur Ruyssen en a parlé en ce qui concerne les 30%. Dans votre première remarque, la réponse elle est simple, puisque vous dites que c'est un peuvent et pas un doivent. Et donc, je réinsiste sur ce point-là. Je pense qu'il faut relire le texte. Dans la première phrase de l'article 17, c'est bien un shall. Donc, c'est une obligation. Il ne s'agit pas de remettre en cause la stabilité du secteur de la pêche, mais je trouve qu'il est exagéré de dire que ça fonctionne bien, que cet article fonctionne bien, puisqu'on voit qu'on n'a pas atteint le bon état environnemental des mers, les fonds marins sont de plus en plus abîmés. On ne peut pas dire que tout ça fonctionne bien et je pense qu'il faut utiliser tous les moyens qu'on a à notre disposition, y compris les possibilités de pêche pour inciter à une transition vers une pêche à faible impact. Sur le commentaire de Monsieur Bartolo, donc je rejoins tout à fait ce qu'a dit Monsieur Bartolo, dire qu'il faut plus de justice. C'est pas vouloir la mort de la pêche à grande échelle, puisqu'il faut un équilibre. Il faut prendre en compte cet équilibre justement entre l'impact positif de la petite pêche sur l'emploi et l'économie. Vous avez stipulé tout à l'heure l'arrêt de Montpellier par rapport au thon rouge, et on voit vraiment ce qui s'est passé sur Montpellier, sur cette première condamnation sur le thon rouge, et c'est un bon exemple. Ensuite, j'ai Madame Bilbao. Merci Madame Bilbao pour vos commentaires. Il ne faut pas rejeter complètement le critère de l'historicité. Il faut effectivement que les États membres fassent remonter à la Commission européenne les données, puisque vous avez parlé de transparence, donc les données sur les quotas. Et que la Commission européenne, elle publie justement une étude impartiale. Il y a une question qui a été posée vous demandez à qui est-ce qu'on va prendre les quotas. Les quotas, comme l'a dit Monsieur Bartolo, ça monte, ça descend. Monsieur Bartolo a évoqué l'arrêt de la Cour de Montpellier, donc toujours sur le thon rouge. Le quota du thon rouge, il augmente chaque année, et donc on peut augmenter la part des petits pêcheurs sans forcément le retirer aux thoniers seineurs. Monsieur Ruyssen, Monsieur Matot et Monsieur Van Dalen, vous avez rappelé que la répartition des quotas était une compétence des États membres. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais la Commission, elle peut aider les États à aller dans la direction de plus d'incitation, plus de protection de l'environnement, plus de justice. Et comme je l'ai dit tout à l'heure sur mon intervention quand j'ai présenté le rapport, on peut mettre en place un guide de bonne pratique en travaillant justement avec la Commission. Je pense que l'article 17, il n'est pas un article pour tel type de pêche ou contre une autre. Je pense que la pêche à grande échelle n'a pas à avoir peur d'une meilleure mise en œuvre de l'article 17. Si on écoute ses représentants, elle travaille à réduire son impact sur l'environnement. Eh bien, une des façons de mettre en œuvre l'article 17, c'est de récompenser les bons élèves dans chaque segment de la flotte. Et puis, merci à Grace et Madame D'Amato pour vos commentaires.
merci Pierre pour tes commentaires. J'entends la Commission et je trouve que c'est une bonne nouvelle que la Commission ait inclus cette question de l'article 17 dans l'évaluation de la PCP. Je rappelle juste que cet article n'est pas qu'un article sur la dimension sociale de la PCP, mais aussi un vrai levier environnemental. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là. Ça peut, par exemple, avoir sa place dans le plan d'action sur les ressources marines que prépare justement la Commission. Et moi, ce que je souhaite, je pense que nous le souhaitons tous d'ailleurs, c'est un impact plus faible de la pêche sur l'environnement et sur le secteur de la pêche. Merci à toutes et à tous. Merci. Caroline, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, on a encore un tout petit peu de temps. Je vous indique que le délai pour le dépôt des amendements est fixé au mardi 1er février 2022, forcément à midi. Pas d'autres demandes d'intervention. Le vote du projet de rapport en commission de pêche pourrait se faire vers le 16-17 mars ou bien en avril, pour un vote en plénière vers le mois de mai 2022. Je vous propose de passer au